Dans cette vidéo, je vais vous présenter le principe de la calorimétrie adiabatique, notamment appliqué à l'étude de réactions de combustion. En exemple, nous ferons le début de l'exercice M9 du poly d'exercice de thermo. L'objectif de la calorimétrie adiabatique est de déterminer expérimentalement des chaleurs de réaction pour toutes sortes de réactions, comme par exemple des réactions de dissolution, des réactions de combustion, d'oxydation, ou des chaleurs de changement d'état, ou encore de déterminer des capacités thermiques. Le principe sur lequel reposent ces déterminations est que les échanges de chaleur entre différents systèmes vont avoir lieu dans une enceinte adiabatique, le calorimètre, donc il n'y aura aucun échange de chaleur avec le milieu extérieur. Par exemple, s'il y a un dégagement de chaleur par l'un des systèmes, admettons σ1 sur le schéma, en raison d'une raison chimique exothermique par exemple, la chaleur ne pouvant être échangée avec l'extérieur, elle va être intégralement reçue par les autres systèmes présents à l'intérieur du calorimètre jusqu'à ce qu'un nouvel état d'équilibre soit atteint. À partir de la mesure de température initiale, avant la réaction, et de la température finale, nouvel état d'équilibre, et de certaines variables d'état des systèmes, il sera possible de calculer les chaleurs de réaction. Pour ce faire, il faudra savoir, d'après les conditions expérimentales, si les transformations ont lieu à pression constante et ou à volume constant, afin d'utiliser la fonction d'état adéquate, soit l'enthalpie, soit l'énergie interne. Ici, j'ai schématisé plus précisément un calorimètre dans lequel il va être possible de déterminer des chaleurs de combustion. La substance étudiée, qui dans cet exemple peut être à l'état liquide ou solide, si c'est une poudre, elle sera préalablement pastillée, est déposée dans une nacelle, c'est-à-dire un réceptacle suspendu, qui est elle-même introduite dans ce que l'on appelle une bombe calorimétrique, dont vous pouvez voir un exemple sur la photo à droite. Cette bombe calorimétrique est, dans des conditions normales d'utilisation, hors accident, indéformable. On travaille donc à volume constant. Pour pouvoir réaliser la combustion complète de l'échantillon, la bombe calorimétrique est mise sous pression avec du dioxygène. Elle est ensuite placée dans un seau rempli d'eau, lui-même introduit dans le calorimètre. On mesure la température et on attend qu'elle se stabilise pour obtenir la température initiale. L'eau du seau est agitée pour favoriser les échanges thermiques et atteindre plus rapidement l'équilibre, même ceci modérément afin que l'agitation ne soit pas à l'origine d'une élévation de température significative qui viendrait perturber l'expérience. Une fois l'équilibre initial atteint, on déclenche la mise à feu dans la bombe calorimétrique. La substance utilisée brûle, les produits de la réaction de combustion sont formés et la chaleur dégagée par la combustion est reçue par tout ce qui est à l'intérieur du calorimètre. La température augmente donc jusqu'à une température finale. À partir de ces mesures de température, connaissant la capacité thermique du calorimètre et celle de l'eau, la quantité de substance introduite, il est possible de déterminer la chaleur de combustion. Pour illustrer par quelques calculs cette présentation de la calorimétrie adiabatique, je vous propose de commencer l'exercice M9 de votre poly d'exercice. Nous allons traiter les 4 premières questions. Vous tirerez meilleur bénéfice de cette vidéo si vous cherchez à faire vous-même cet exercice et que vous confrontez ensuite votre travail à ce que je vous propose. C'est donc le moment de suspendre votre visionnage et de réfléchir par vous-même. L'analyse de l'énoncé est une étape fondamentale. Si vous ne prenez pas le temps de comprendre ce qu'est votre système ni ce qui s'y passe, vous avez autant de chances de répondre correctement aux questions posées que de gagner au loto. Reprenons donc l'énoncé. Une bombe calorimétrique est une enceinte indéformable. Sans lire la suite, vous savez déjà que ce qui va se passer dans la bombe calorimétrique se fera à volume constant et donc que les chaleurs échangées seront échangées à volume constant. Et vous savez, d'une part, que la quantité de chaleur échangée à volume constant est égale à la variation d'énergie interne du système, et d'autre part, qu'à volume constant, la variation d'énergie interne du système est égale à l'intégrale de sa capacité thermique à volume constant que multiplie dt.
La suite de la première phrase ne fait donc que confirmer ce que l'on vient de dire. La deuxième phrase de l'énoncé nous indique le volume de la bombe calorimétrique que j'ai reporté sur le schéma. Le but du schéma est d'avoir sous les yeux toutes les informations nécessaires de manière synthétique et organisée. On apprend également que le calorimètre est supposé parfaitement isolé thermiquement. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du calorimètre. Bref, qu'il est adiabatique. Ensuite, ce sont les conditions initiales qui sont décrites. On place 0,1 ml d'eau liquide dans la bombe. L'utilité de cette opération est expliquée plus loin, nous y reviendrons. On introduit du méthane sous une pression de 1 bar. Cela veut dire que la quantité de méthane introduite dans la bombe est telle que sa pression partielle vaut 1 bar. Donc, connaissant le volume de la bombe et la température initiale, on pourra, si nécessaire, calculer le nombre de moles de méthane introduites. De même, on introduit également du dioxygène sous une pression de 10 bars. 10 bars est donc la pression partielle du dioxygène dans la bombe calorimétrique. Le méthane et le dioxygène sont les réactifs de la réaction de combustion. À partir des pressions partielles initiales, nous pourrons déterminer quel est le réactif limitant et quel est l'avancement de la réaction. Le rôle de l'introduction d'eau liquide est ensuite précisé. Donc on vous dit, la présence d'eau liquide est destinée à saturer la phase vapeur en eau de façon à ce qu'il se forme uniquement de l'eau à l'état liquide, comme produit de la réaction. Lorsque l'on met 0,1 ml d'eau liquide dans une bombe calorimétrique de 100 ml, la pression de vapeur saturante, dans les conditions de température de l'expérience, est atteinte avant que toute l'eau soit vaporisée. La pression de l'eau, sa pression partielle, est donc égale à la pression de vapeur saturante de l'eau qui ne peut être dépassée. Donc l'eau formée le sera à l'état liquide. Si bien que dans la réaction de combustion du méthane, l'eau formée sera non pas à l'état gazeux mais à l'état liquide. Si vous maîtrisez votre cours, vous pouvez déjà avoir en tête que cela sera utile quand on cherchera à lier enthalpie de réaction et chaleur échangée à volume constant, mais nous verrons cela plus tard. L'énoncé nous indique ensuite les températures du système avant et après combustion. Il nous donne également la capacité thermique de l'ensemble calorimètre, c'est-à-dire enceinte plus eau plus thermomètre plus agitateur, plus la bombe calorimétrique et son contenu. Donc, cette capacité thermique est une capacité thermique à volume constant qui sera utile pour calculer la chaleur échangée à volume constant. Les quantités de matière à l'état final peuvent être calculées à partir des conditions initiales et de la stoichiométrie de la réaction. Reste à voir si nous en aurons réellement besoin ou pas. Si vous n'aviez pas réussi à traiter les 4 premières questions, c'est peut-être que vous n'aviez pas assez ou pas bien analysé l'énoncé. Vous pouvez peut-être, fort de ce que je viens de présenter, reprendre votre travail pour le corriger ou le compléter avant de regarder la suite qui donne les solutions. Question 1. L'énoncé vous indiquait les réactifs et les produits de la réaction, mais vous devez de toute façon savoir qu'une combustion est une réaction d'oxydation au cours de laquelle l'oxydant est le dioxygène, et que si cette combustion est complète, alors elle produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour équilibrer la réaction, c'est le même nombre d'atomes parmi les réactifs et parmi les produits. Donc si on a un carbone dans CH4, ça nous donnera un CO2 côté produit. Il y a également 4 hydrogènes dans CH4, ce qui donnera 2 molécules d'eau dans les produits. Et par conséquent, côté réactif, on aura 2 molécules de dioxygène. Pour la question 2, il s'agit de montrer que le dioxygène est en excès. La réaction que nous venons d'établir montre que les conditions stoichiométriques sont 1 méthane pour 2 dioxygènes. Nous allons donc estimer ce rapport dans les conditions initiales de l'expérience. CH4 et O2 occupent le même volume et sont à la même température. L'utilisation de la loi des gaz parfaits nous permet donc d'écrire que le rapport du nombre de moles est égal au rapport des pressions partielles, soit 1 CH4 pour 10 dioxygènes.
Le dioxygène est donc en excès par rapport à la stoichiométrie. C'est le méthane qui sera le réactif limitant. Sa combustion sera totale. Pour la question 3, la réponse repose sur le principe de l'expérience. Les conditions adiabatiques qui font que, puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, la totalité de la chaleur dégagée par la combustion est cédée au système, c'est-à-dire à l'ensemble calorimètre plus bombe calorimétrique et son contenu. La chaleur dégagée par la combustion à volume constant est égale à la variation d'énergie interne qui accompagne la réaction de combustion. Cette variation d'énergie interne est égale à la variation d'énergie interne qui accompagne la combustion d'une mole de méthane que multiplie le nombre de moles de méthane ayant brûlé. Nombre de moles que l'on peut exprimer et calculer grâce à la loi des gaz parfaits et aux conditions initiales. Par ailleurs, la chaleur reçue par le système l'est à volume constant et est égale à la variation d'énergie interne qui, à volume constant, est égale à l'intégrale de la capacité thermique du système que multiplie Vt. On a une capacité thermique du système indépendante de la température, donc ΔU est égal au CV de l'ensemble calorimètre plus bombe plus son contenu que multiplie le ΔT, c'est-à-dire température finale moins température initiale. On a donc finalement que le nombre de moles de méthane multiplié par la variation d'énergie interne de la combustion d'une mole de méthane plus le produit CV fois TF moins TI qui est égal à 0. Et de là, on tire ce que l'on cherche, à savoir la variation d'énergie interne de la combustion de 1 mole de CH4 qui vaut CV du système fois le ΔT divisé par le nombre de moles de méthane qui est égal à la pression partielle de méthane dans les conditions initiales fois le volume de la bombe calorimétrique, le tout divisé par R et par la température initiale. On obtient ainsi, au niveau de l'application numérique, un ΔU molaire de combustion qui vaut moins 384 kJ par mol. Question 4. On souhaite calculer la variation d'enthalpie standard de formation du méthane. On peut calculer cette grandeur si on connaît l'enthalpie de combustion du méthane, car la loi de Hess nous permet d'exprimer l'enthalpie de cette réaction de combustion en fonction des enthalpies de formation des produits et des réactifs. Le ΔH de combustion est égal à l'enthalpie de formation du CO2 plus 2 fois l'enthalpie de formation de l'eau, attention à l'état liquide, et moins l'enthalpie de formation du méthane, moins 2 fois l'enthalpie de formation du dioxygène, mais cette enthalpie de formation est nulle puisque l'état standard de l'oxygène, c'est le dioxygène gazeux à 298 Kelvin. Donc on va pouvoir calculer l'enthalpie de formation du méthane en faisant l'enthalpie de formation du dioxyde de carbone gazeux plus 2 fois l'enthalpie de formation de l'eau liquide moins l'enthalpie de la réaction de combustion à 298 Kelvin. Donc on a donc besoin à ce stade de calculer le ΔH de combustion du méthane. Pour l'instant, on n'a pas cette grandeur, mais on a la variation d'énergie interne qui accompagne cette combustion. Et donc, vous connaissez maintenant la relation qui lie l'enthalpie de combustion à la variation d'énergie interne de combustion, qui est ΔH de combustion égale ΔU de combustion plus RT fois la variation du nombre de moles de gaz au cours de la combustion. Donc là, je vous rappelle que cette relation est valable si on néglige le volume des phases condensées, à savoir l'eau liquide, si on assimile les gaz à des gaz parfaits et si la température initiale est la même que la température finale. Ici, la température n'est pas strictement constante, mais sa variation, qui nous a permis de calculer la chaleur échangée, est suffisamment faible, à peu près 1 degré, pour que l'on puisse considérer que tout se passe comme si en fait elle était constante.
On considérera donc que le delta U que l'on a calculé à la question 3 est le delta U molaire de combustion à 298 Kelvin. Et c'est là qu'intervient le fait que l'eau formée par la combustion se trouve être à l'état liquide. Pour la variation du nombre de moles de gaz, on ne prendra en compte que le dioxyde de carbone côté des produits, et puis évidemment le méthane et le dioxygène du côté des réactifs, ce qui donne une variation du nombre de moles pour la combustion d'une mole de méthane de -2. Et on obtient finalement que l'enthalpie de formation du méthane, c'est l'enthalpie de formation du dioxyde de carbone, plus 2 fois l'enthalpie de formation de l'eau à l'état liquide, et moins, entre parenthèses, la variation d'énergie interne lors de la combustion à 298 Kelvin, plus R multiplié par T multiplié par la variation du nombre de moles de gaz au cours de la combustion. Et ainsi, si on fait l'application numérique, on trouve que l'enthalpie de formation du méthane à 298 Kelvin, à l'état gazeux, est égale à moins 76,7 kJ par mol. Donc là, vous voyez que dans les enthalpies de formation du dioxyde de carbone et de l'eau sont exprimées en kilojoules. La variation d'énergie interne de combustion, on l'avait calculée en kilojoules. Donc j'ai bien pris la peine de mettre un 10 puissance moins 3 à mon terme R que multiplie T que multiplie delta N pour être également en kilojoules.